Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'ai hâte de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de bon matin avec mon café, vu ce temps maussade à l'extérieur. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce que je kiffe au quotidien. Si tu ne connais pas le closing, le setting, ou si tu ne connais pas Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de retrouver toutes les notifications. Est-ce que je vais réussir à parler jusqu'à la fin de la vidéo? Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va parler juridique, on va parler du côté un peu moche, mais on va parler du côté juridique de quel est le statut qu'un closer ou un setter doit avoir auprès de l'administration française. Let's go! Alors tout de suite, quand on parle de juridique, etc., c'est pas hyper glamour, hein. On va pas se le cacher, c'est pas hyper glamour. Par contre, c'est quelque chose avec lequel tu dois être un tout petit peu à l'aise, en tout cas tu dois être un tout petit peu au fait que forcément tu vas avoir du juridique et de l'administratif à gérer, puisque la plupart des setters et des closers qui viennent à nous ont envie d'être entrepreneurs. Qui dit entrepreneur dit tu dois tout gérer de A à Z, il n'y a plus personne qui le gère pour toi, en tout cas pas tant que tu fais pas appel à un comptable ou un juriste, et ça forcément ça te coûte de l'argent, donc c'est pas tout de suite. Donc quel est le meilleur statut pour un closer ou pour un setter, histoire de ne pas s'encombrer avec trop d'administratifs? Clairement, c'est le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, en tout cas, peu importe comment tu l'appelles, en tout cas c'est auto-entrepreneur, ça c'est certain. SARL, SAEURL, etc., tout ça, t'as pas besoin de t'enquiquiner avec. Et pour t'expliquer le pourquoi du comment, je vais utiliser notre exemple avec Vincent. Quand on a commencé le closing et le setting, comment dire, on a tout de suite vu les choses en grand, parce qu'en fait notre délire c'était de créer notre entreprise tous les deux. Tu peux pas créer une micro-entreprise à deux, donc on s'est direct mis en statut SARL. Le statut SARL, effectivement tu peux être deux, et effectivement c'est un peu plus solide en termes juridiques, mais il y a plein de problématiques qu'on a dû gérer dès le début, et qu'au final, si on était passé au tout début en statut micro-entrepreneur, on se serait carrément fait moins suer avec ce statut-là. SARL, c'est forcément les statuts juridiques, comptables, au quotidien, parce que tu as la déclaration de la TVA à faire. Donc ça veut dire qu'on facturait tous nos clients avec de la TVA et qu'on devait déduire aussi nos achats potentiels avec de la TVA. Bref, ça veut dire tous les mois déclaration de TVA, donc tous les mois la comptabilité à jour, justifier chaque dépense, justifier chaque facture, etc. etc. La plupart du temps, tous les comptables auxquels on a affaire, et Dieu sait qu'on a changé de comptable, on en est déjà au 3e, je crois, de mémoire, ne connaissent rien au closing, au setting, donc en plus il faut que tu leur expliques ce que c'est pour qu'eux vraiment comprennent. La plupart des factures qu'on faisait, c'était quand même à l'étranger, hein. C'était soit des outils informatiques à l'étranger, soit des formations à l'étranger, hein. Nous, on s'est formé que Canada, États-Unis, donc il fallait qu'ils comprennent que du coup, il n'y avait pas la TVA, et donc du coup, on ne pouvait pas déduire, enfin bref, c'était assez complexe, et franchement, ça m'a pris du temps, alors que c'était pas nécessairement le plus stratégique. Pour nous, on aurait mieux fait de rester dans le statut micro-entrepreneur dès le début. Micro-entrepreneur, ce qui est cool, c'est que déjà, il faut que tu passes un certain seuil avant de facturer la TVA. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas dépassé ce seuil, t'es tranquille, pas de déclaration de TVA. Tes déclarations de revenus dépendent effectivement du chiffre d'affaires que tu fais. Donc si tu fais pas de chiffre d'affaires, t'as pas besoin d'aller sur le site de l'URSSAF pour déclarer tes revenus, donc t'as pas d'imposition ou t'as pas de charge en plus. Micro-entrepreneur, c'est vraiment le statut idéal. Tant que tu fais pas de chiffre d'affaires, on t'enquiquine pas. Tu t'endettes pas non plus, parce que t'as pas besoin de créer une entreprise avec un fonds moyen. Tu vois, nous on a dû avoir un capital moyen, donc on a dû déjà investir dans l'entreprise. Toi, il n'y a pas besoin, micro-entrepreneur, c'est simple, easy peasy. Ça devient plus complexe à gérer quand là tu commences à passer ce fameux chiffre d'affaires où tu dois facturer la TVA, etc., etc. Mais en soi, sinon, c'est très simple, et je te conseille vraiment d'avoir ce statut-là, parce que tu as besoin de te concentrer sur tes compétences, trouver des clients, te générer un maximum de chiffre d'affaires avant de t'enquiquiner avec les comptables, la TVA et tout ce qui va avec. Ensuite, tu as un contrat à faire signer à ton client. À partir du moment où tu as trouvé un client, l'idéal c'est que tu lui fasses signer ton contrat
avec tes conditions. Ça ne veut pas dire que c'est pas soumis à renégociation par ton client, hein, non. Encore une fois, c'est du win-win, il faut que vous trouviez un terrain d'entente, toi et lui. Mais par contre, c'est à toi de lui faire signer ton contrat parce que tu es un prestataire de service qui va offrir ses services à une entreprise. Donc c'est à toi de faire signer ton contrat. Dans ton contrat, je précise que tu as une obligation de moyens et non de résultats. C'est-à-dire que sur ton contrat, tu ne peux pas marquer comme quoi tu t'engages, ou ton client ne peut pas te forcer à t'engager à un taux de closing de 30%, 40%, etc., etc., ni un nombre de rendez-vous téléphoniques à fixer si tu es 7 heures. Tu as toujours une obligation de moyens, c'est-à-dire que tu as l'obligation contractuelle de mettre en place tous les moyens nécessaires pour réussir à faire en sorte que la collaboration fonctionne entre toi et ton client. Donc ça veut dire que cette obligation de moyens, tu dois quand même la prendre à cœur, parce que je vois trop de closers, etc., qui ont un premier contrat et qui ne se donnent pas les moyens de réussir. Donc j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, tu peux aller voir celle d'hier où j'en parle, une autre où je parle du professionnalisme des setters et des closers. Tu as une obligation de moyens. Ça veut dire que si ça ne fonctionne pas comme il faut, tu dois activer des leviers pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés avec ton client. Donc ça peut être se faire coacher, ça peut être aller chercher des prestataires à droite à gauche histoire de se faire conseiller, ça peut réécouter ses appels, retravailler son script, etc., etc. Tu as des obligations quand même si tu n'es que micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, tu n'es entre guillemets que setter ou que closer, tu as une responsabilité de moyens, tu dois tout mettre en place pour réussir ton contrat avec ton client. Et ton client a lui aussi techniquement une obligation de moyens. Donc lui, ses moyens, c'est mettre en place du marketing payant, histoire de te fournir des leads, encore une fois que ce soit en setting ou en closing, grandir sa communauté, avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, ce sont ses obligations de moyens. Mais lui non plus n'a pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que lui non plus ne peut pas s'engager à te fournir X leads par jour, par semaine ou par mois, parce que ce serait une obligation de résultat et non de moyens. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, ton statut de micro-entrepreneur suffit largement, ne va pas te casser la tête avec des formules d'entreprise qui sont hyper complexes à gérer et qui sont un peu casse-pieds, clairement. Ensuite, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus sexy pour un client de savoir que tu n'as pas de TVA, parce que lui n'a pas besoin de te payer 20% supplémentaire pour rien si jamais lui n'est pas assujetti à la TVA, donc un organisme de formation par exemple. Et ensuite, dans ton contrat, tu as toujours une obligation de moyens et non de résultats. L'idée, c'est que tu prennes quand même à cœur cette obligation de moyens, parce que les closers qui essayent à peine le contrat, qui prennent 3 leads au téléphone et qui disent « bah merci mais c'est pas pour moi », moi j'appelle pas ça avoir une obligation de moyens, j'appelle ça abandonner très rapidement et puis finalement remettre la faute sur les leads, le client, l'entrepreneur, etc., etc. Donc n'oublie pas cette obligation de moyens. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt!